Assalamu alaikum, Samambouki sénégalais. Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe aux paroles qui viennent d'être prononcées et je vous remercie d'être venus physiquement et virtuellement suivre cette conférence de presse de sensibilisation aux problèmes des Niayes et également de sensibilisation au procès intenté par la multinationale française Eramet contre moi-même. Je remercie les milliers de personnes qui, depuis des mois, nous envoient leurs messages d'encouragement et de soutien. Je remercie les députés de la 15e législature qui soutiennent activement les populations des Niayes, qui ont déposé une demande d'enquête parlementaire au Sénégal, ainsi que des questions écrites aux assemblées nationales sénégalaises et même à l'Assemblée nationale française. Je remercie aussi les autres députés, ainsi que les ministres et les innombrables membres de l'administration, de la société civile, ainsi que les simples citoyennes et citoyens qui nous ont contactés pour apporter leur soutien et leurs mots d'encouragement dans ce moment décisif pour la démocratie sénégalaise. Dieu, ça fait vraiment chaud au cœur et je voulais leur témoigner vraiment nos sincères remerciements. Sans oublier, évidemment, l'ONG Natural Justice qui prend en charge les frais d'avocat pour ce procès. Je ne suis pas ici, aujourd'hui, en tant qu'adversaire de l'entreprise Eramet, que je respecte et que j'admire pour ses prouesses d'ingénierie et pour le dévouement de son personnel. La question ici est une question de principe. Oser partager des articles de presse questionnant les conditions d'obtention de licences d'exploitation minière par la société MDL, antérieure à Eramet, vaut-il un procès? Où la partie plaintive demande, entre autres, et je cite, une contrainte par corps et de payer solidairement la somme de 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Cette entreprise, qui a déjà commercialisé pour plus de 1000 milliards de francs CFA de sable minéralisé, autrement appelé zircon, du sol sénégalais, en ne reversant que 51 milliards de redevances minières à notre État. Aurait-elle encore et toujours besoin d'argent? Pourquoi, après le silence comme seule réponse à nos questions? Pourquoi les menaces? Pourquoi les intimidations? Pourquoi cette procédure bâillon qui vise à nous prendre notre argent, notre énergie et notre temps? Où sont les réponses à nos questions? Qu'il s'agisse de l'accès à l'eau potable ou des conditions de vie des populations déplacées de force. Pourquoi n'y avait-il pas d'eau à Fot la semaine dernière, durant la Tabaski? Comment les gens sont-ils censés cuisiner ou se laver sans eau? Le supporteriez-vous pour vous-même? Comment peut-on le supporter pour autrui? Qu'il s'agisse de l'historique des impenses et des compensations, qu'il s'agisse de la destruction du désert de Lompoul, acté, et de l'impact de la disparition du tourisme dans la région de Louga, qu'il s'agisse de la situation des cimetières. Mais où ont été transférées les centaines de tombes du cimetière de Fot et des autres villages? Sur quelle sépulture les populations doivent-elles se recueillir? Où sont les tombes de leurs parents? Où sont les tombes de leurs enfants? Qu'est-ce qui justifie une telle décision, même administrative? Où sont les tombes? Qu'il s'agisse des impacts environnementaux de cette activité minière, qu'il s'agisse des nappes phréatiques de la région des Niayes, qu'il s'agisse de la question de la réhabilitation et de la revégétalisation de la zone minée et de l'impact environnemental de l'activité minière sur la terre, sur l'agriculture, sur les Niayes, ou qu'il s'agisse de tant d'autres sujets d'intérêt public. Qui paiera le prix de ces conséquences dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand la mine aura quitté le pays avec son funeste magot? Où sont les réponses à nos questions? Cette entreprise oserait-elle en France faire ce qu'elle fait ici? Cette entreprise oserait-elle y engager de telles procédures
portant gravement atteinte au droit d'informer et de poser de simples questions. La question est grave. Il s'agit bien du droit de chacun à s'exprimer librement. Voyons, il ne s'agit pas de débats futiles. Comment interpréter cet acte? Foule-t-il ainsi le droit à la liberté d'expression au Sénégal pour de simples intérêts financiers? Il s'agit ici du droit de demander des comptes à des entreprises dont nos États détiennent des actions. Faut-il rappeler que l'État sénégalais possède 10% de cette mine et que l'État français possède l'équivalent de presque 25% des actions de cette mine et qu'ils sont à ce titre actionnaires de référence de Eramet GCO. Aussi, les États sénégalais et français ont-ils été consultés par Eramet GCO dans cette affaire? Ont-ils donné leur accord à Eramet avant de porter plainte contre la société civile? Je ne veux pas et je ne peux pas y croire, tant j'ai confiance aux autorités de notre pays. Je ne suis pas l'auteur des faits que l'entreprise en question souhaite me voir affublé. Relayer des informations, vérifiées, recoupées et publiées par la presse, ou encore des témoignages collectés sur le terrain, ne doivent pas et ne devraient jamais être suivis par ce type de procédure inique et injustifiée. Pratiquement tous les médias sénégalais, ainsi que des dizaines de médias du monde entier, ont eux aussi courageusement posé ces questions. Serez-vous les prochains sur la liste? Aussi, je tiens à dire que nous ne nous laisserons pas intimider et que nous continuerons à nous battre pour que la liberté d'expression reste un pilier de notre démocratie. Nous continuerons de suivre le chemin et les enseignements que nous ont appris notre président de la République, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et notre Premier ministre, Ousmane Sonko. Ce sont bien les combats et les postures de vérité, assumées sans calcul, qui changent les trajectoires des peuples, comme ils l'ont si bien démontré. Dans cette bataille pour la souveraineté économique et pour la transparence, nous avons besoin de toutes les voix courageuses et désintéressées pour parler au nom de l'intérêt général. L'amélioration continue demande d'accepter les critiques quand elles sont constructives, de reconnaître ses fautes, de demander pardon et de réparer quand on a fauté. Et enfin, d'accorder le pardon pour mieux co-construire, pour mieux construire ensemble. Le dialogue, pour être constructif, doit être posé, réfléchi, pacifié, basé sur des faits solides, vérifiables et prouvés scientifiquement. Alors les résultats, même s'ils tardent un peu à venir, seront basés sur des principes qui, eux, féconderont l'avenir. Permettez-moi d'avoir une pensée pour nos populations qui attendent que cesse le cycle du mépris et que commence le cycle du respect. Ainsi qu'une pensée pour les victimes de l'extractivisme, de la prédation financière, de l'irrespect de la dignité humaine, où qu'elle soit dans le monde, sur le continent africain, au Moyen-Orient ou ailleurs. Que la justice, que les principes démocratiques, que la liberté d'expression et d'indignation demeurent ici et partout dans notre monde. Merci pour votre attention. Adialama.